Bonjour, c'est Pierre Castonguay. Je vous parle au nom de mon blog sur la sexualité. Et ça fait longtemps que je n'ai pas posté dans ce blog-là, bien que je sois préoccupé par la sexualité des gens en tant que conseiller en droit en santé mentale. Comme vous le savez, en tant que conseiller en droit, à l'occasion, mes usagers vont me confier des choses, souvent en me disant d'ailleurs, je vous en parle à vous parce que vous êtes mon conseiller en droit, mais j'en ai pas parlé au psychiatre ou j'en ai pas parlé à mon psychologue parce que je suis pas à l'aise encore d'aborder ce sujet-là, mais j'ai un conseil à vous demander là-dessus. Alors, je vais essayer de rapidement vous parler un peu de ce que, en gros, j'ai donné comme conseil en 2013 en matière de santé mentale au niveau de la sexualité. Vous allez entendre souvent des gens qui interviennent au niveau de la sexualité, des psychologues, des sexologues, des sociologues, des médecins, des infirmières, des psychiatres. Et vous entendez rarement le point de vue du conseiller en droit. Et pourtant, moi, j'ai un blog sur le sexe. J'ai un blog plutôt sociétal où je mets des articles qui touchent à la sexualité. Et moi, ce qui m'intéresse le plus au niveau de la sexualité, là, dans le cas de mon travail, dans le cas de la profession d'être un intervenant en santé mentale, c'est, je vous dirais, les rivages de la souffrance de la sexualité, les rivages des échecs de la sexualité et aussi des comportements à risque qui peuvent avoir un impact au niveau de vos conditions, de vos droits, de votre liberté. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est votre protection, les usagers en santé mentale, la protection pour qu'ils ne soient pas abusés de façon sexuelle. Évidemment, la protection des enfants. Donc, en gros, je vais aborder quelques thèmes dans cette vidéo-là. Vous le savez que je suis pas un spécialiste de la sexualité, mais dans l'année, on and on, durant l'année, vous m'en parlez, et, vous me demandez des conseils, et j'ai toujours répondu en bon père de famille en tant que conseiller en droit, c'est-à-dire je réponds toujours au meilleur de ma connaissance en vous référant à des sexologues, à des psychologues, à des psychiatres pour que vous ayez consulté. Mais il y a quand même toujours un aspect de conseil en droit. Et j'essaie toujours de prévenir vos droits là-dedans. Okay. Alors, je vais faire un grand rappel à partir du point de vue sur la sexualité d'un conseiller en droit en santé mentale. Et c'est en même temps, peut-être aussi, une espèce de déroulement de ce que je vous souhaite pour 2014 au niveau du respect de vos droits en matière de sexualité. Okay. Alors, c'est des grands principes, mais en même temps, évidemment, je peux pas aller dans le particulier parce que vous m'avez demandé des choses, et dans le particulier, c'est confidentiel. Mais dans les grands principes, je peux toujours vous rappeler un peu ce que je vous ai dit individuellement dans l'année concernant la sexualité, ou ce que je pense, en tout cas, en tant qu'intervenant en santé mentale. Alors, voici. D'abord, au chapitre de la condition sexuelle des femmes, j'ai pas trouvé que l'année 2013 a été une bonne année au niveau de la sexualité féminine, parce que j'ai observé, comme vous l'avez observé sociétalement, plusieurs reculs de la condition féminine dans le monde. Et je dois vous dire, en tout cas, que au niveau de ce qui se passe dans notre société, mais particulièrement dans les sociétés des pays en émergence, en développement, ou d'autres pays plus industrialisés, je m'aperçois qu'il y a recul de la condition des femmes au niveau de la sexualité. Et je suis très concerné par ça. Par exemple, je vous rappelle que la condition des femmes en Afghanistan, dans des pays comme l'Inde, par exemple, dans d'autres pays orientaux ou dans des pays musulmans, est misérable en termes de sexualité. L'année 2013 a vu encore des règlements de la pire sorte au niveau de la condition des femmes. Hein, des femmes adultères, par exemple, qui ont été lapidées cette année, c'est-à-dire qu'on lance des roches jusqu'à ce que la personne en meure, alors que
Je pensais que moi, ça avait été réglé il y a 2000 ans avec le christianisme, là, quand Jésus disait aux hommes de son époque, celui qui n'a pas quelque chose à se reprocher au niveau sexuel face aux femmes, ben, qu'il lance la première pierre. Puis les gars avaient rien lancé et il avait comme ça sauvé la vie d'une prostituée. Ah, non, je pense que ça continue. La condition des femmes est horriblement maltraitée dans le monde. Hein, et ça touche la sexualité des femmes. Alors, la sexualisation des jeunes filles, des enfants. Vous avez été interpellé au cours de l'année, par exemple, par les concours de Miss. Je pense qu'au Québec, d'ailleurs, on a eu tendance à vouloir restreindre ça. Les petites mini-Miss, là, les petites filles de 3 ou 4 ans, qu'on habille et qu'on attiffe et qu'on maquille comme des grandes filles pour passer dans des concours de beauté. Il me semble que ça dénature même l'enfance chez les petites filles et ça sexualise des êtres humains qui sont pas rendus à ce stade-là au niveau de la sexualité. Et c'est encore là une intrusion de la sexualité des adultes dans le monde de l'enfance. Alors ça, c'est à proscrire. Donc, recul de la condition des femmes au niveau de la sexualité. Je peux vous dire que au cours de l'année, on m'a demandé conseil, des femmes m'ont demandé conseil, qui venaient de plusieurs domaines, dont de l'industrie de la sexualité, parce qu'en santé mentale, il y a aussi des gens qui travaillent dans l'industrie de la sexualité, mais qui ont aussi qui éprouvent aussi des problèmes de santé mentale. À votre contact, mesdames, autant celles qui sont dans le domaine de l'industrie de la sexualité que les autres qui sont simplement des personnes qui souffrent d'une problématique de santé mentale. Et, écoutez, mon réflexe de père de famille, c'est que je suis très préoccupé. Ce que vous m'avez dit cette année était très préoccupant. Et je vous ramène toujours au fait que ça me met très mal à l'aise, ça me fait saigner en dedans de voir que certaines de mes usagères ont été obligées de vendre des services sexuels de façon à rejoindre les deux bouts. Parce que en instance d'attendre des prestations d'aide sociale ou des prestations de chômage ou autres, c'est souffrant en 2013 que j'ai constaté qu'il y a encore des femmes qui sont pris à vendre des services sexuels pour survivre. Et par le fait même de constater que des hommes qui profitent de femmes sont dans des situations de précarité, de pauvreté intense. Et la condition de la femme cette année, je trouve qu'elle a pris une dure claque. Et j'ai l'impression que les groupes féministes qui étaient tellement actifs dans les années 60, 70 et 80 ont reculé dans les tranchées là-dessus. Et nous, pour nous les conseillers en droit au niveau de la santé mentale, ça nous aide pas beaucoup parce que je sens pas cette espèce de d'appui qu'on devrait avoir des groupes de femmes. Et je sais que les groupes de femmes appuient là, le fait qu'on protège les droits des femmes en matière de sexualité, mais l'appui est encore là très fortement là, pour l'avortement, des choses comme ça. Mais au niveau de la sexualisation, de l'instrumentalisation du corps des femmes, de l'abus des femmes dans un monde de consommation sexuelle, je trouve que là, on a fait du recul. Alors, 2013, j'ai trouvé que c'était une année très souffrante de la part de mes usagères au niveau de la sexualité. Beaucoup de femmes qui m'ont fait part qu'elles étaient bafouées dans leur sexualité et aussi qu'elles ont été victimes de comportements, je dirais, dénigrants, de dénigrement de la part de conjoints. Particulièrement des gens qui viennent du domaine de l'immigration. J'ai des usagères qui ne sont pas québécoises d'origine. J'ai trouvé que dans plusieurs de vos propos, vos conjoints n'ont pas été à la hauteur du respect qu'ils vous doivent au niveau de votre corps, de votre sexualité.
de votre rôle de femme et que vous avez été victime de dénigrement. Donc ça, c'est difficile pour moi, ça. Les victimes de dénigrement et tout ça, là, c'est beaucoup. Au niveau des hommes, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un recul et une augmentation des hommes utilisés comme objets sexuels. Je fais comme tout le monde, je vais sur des sites porno de temps en temps, la curiosité, tout ça. Et autant sur les sites porno hétérosexuels que homosexuels, je suis allé partout. Et partout, j'ai constaté la même chose au niveau de la sexualité, c'est-à-dire un immense recul. On est revenu dans les sites à traiter les femmes comme des chiennes, hein, comme des femelles, comme animalières. Et on fait, en matière de sexualité, subir à des femmes des comportements d'une violence assez inouïe, puis très abaissant, rabaissant. Et je mets en garde nos jeunes, beaucoup de jeunes rentrent en contact avec les sexualités du net et se font une idée de leur relation sexuelle avec leur partenaire éventuel à partir de ce qu'on voit dans les sites porno. Et non, je connais peu de femmes, moi, dans mon expérience de vie en tant qu'homme, qui accepteraient d'être traitées comme ça, de faire des compromis comme ça, et surtout qui accepteraient la violence avec laquelle les rapports sexuels hommes-femmes sont présentés et instrumentalisés sur Internet. Dans les sites homosexuels, c'est la même chose. Il y a une mode actuellement, autant chez les jeunes hommes homosexuels qu'hétérosexuels, que de se vendre sexuellement, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que tu vois ça sur à peu près tous les sites, des gars qui vont dans une toilette, la plupart du temps c'est dans la salle de bain, la salle de toilette chez eux, et prennent leur téléphone cellulaire et se photographient, d'abord habillés, puis ensuite nus. Et ça, vous allez me dire que c'est normal qu'à mon époque, quand j'étais jeune, non, ça se voyait pas. Effectivement, parce que il n'y avait pas l'intrusion de le net, du web là-dessus. Écoutez, de façon générale, je trouve que les gars sont fiers de faire ça, montrer qu'ils ont un long pénis ou qu'ils ont une musculature intéressante. Mais ça ressemble aussi à de la charcuterie. Et je constate ce phénomène-là avec tristesse. Parce que, finalement, il y a des gars qui, tu vois ça en série, là, des gars de bonne famille, des militaires, des gars en habits, cravates, des jeunes hommes, des hommes dans la trentaine, beaucoup d'adolescents aussi, jeunes adultes, là, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans, là. J'ai l'impression que c'est dans ces âges-là que ça joue. On voit pas les âges. Et ces sites-là, normalement, prétendent tous que les protagonistes ont 18 ans et plus, et ça se peut aussi. Mais beaucoup de jeunes hommes qui se mettent en vente, qui présentent leur portfolio sexuel de façon anodine. Hey, on s'est battu pour que on présente pas les femmes dans les années 60 comme des pièces de charcuterie à consommer. Alors, dans les sites homosexuels, puis dans les sites hétérosexuels, les hommes sont présentés comme ça maintenant. Hein? Bonne pièce de bœuf, avec un saucisson, là. Plus la dimension est grande, plus c'est intéressant. Et moi, ce qui me fait souffrir quand je parcours tous les sites là, hétérosexuels ou homosexuels, et que je scrute là, ce qui se dit, ce qui se diffuse là-dedans, c'est l'absence de l'être humain. Où est l'être humain dans ça? Où est le gars derrière la carcasse? Et ça en tant que père de famille, ça me laisse songeur. En tant que conseiller en droit, ça me laisse songeur. Je comprends votre référentiel, mais à quelque part, une fois qu'on s'est vendu, là, puis dans les sites gays, une fois qu'on s'est masturbé devant les gens, après l'éjaculat, qu'est-ce qui reste du bon gars derrière ça? Parce que derrière la condition des hommes, il y a quand même que
la majorité de ces gens-là, c'est d'excellentes personnes. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut en arriver à se photographier, ensuite se filmer en train de se masturber pour vendre sa candidature dans des échanges sexuels potentiels avec des filles ou des gars en ligne. Je pense que c'est un recul de la condition masculine, ça. Je pense qu'on se vend les gars à pas cher. J'ai vu à un moment donné, par hasard, un Québécois, il y avait une espèce de pancarte qui brandissait devant lui, puis c'était écrit sur la pancarte son nom. Il était tout nu, là, puis il disait à peu près ceci: écoutez, si vous voulez faire de l'argent avec la photo de mon corps, n'hésitez pas, faites-le. Si vous voulez distribuer, je vous donne tous les droits de distribuer les clichés de nu. Puis mon Dieu, si vous faites de l'argent avec ça, tant mieux. Si vous faites des sous avec ça, donc c'était comme de dire, je vous donne mon image, je vous donne une image très intime de ce que je suis, je vous donne mon nom, je m'identifie là-dessus, et je vous dis que vous pouvez me vendre au plus offrant, puis faire des sous avec ça. Et je me suis dit que moi, en tant que conseiller en droit, j'ai beaucoup de tristesse en voyant ça. Ça m'a tenté à un moment donné d'essayer de retracer ce bonhomme-là, de l'appeler et de lui dire, si vous avez des problèmes de santé mentale, il faudrait peut-être que vous contactiez un psychologue ou un sexologue, et surtout que vous retiriez ces images-là, ou vous donnez la permission aux gens d'utiliser un côté de vous qui est très, très intime, et le vendre, le donner. Et il me semble que c'est donné à rabais, puisque dans les sites de consommation sexuelle, hétérosexuelle et homosexuelle, c'est comme un peu de donner le trésor de la beauté de sa jeunesse au pourceau. Parce que les gens, ils vont là pour faire des cochonneries. C'est quoi les sites de sexualité, sinon que les gens vont se masturber devant ces photos-là? Ah, il me semble que c'est comme se rouler dans la souillure que de donner nos images corporelles. Et je me demande quelles vont être pour, par exemple, ce jeune homme-là, les séquelles dans 20 ans ou dans 30 ans, quand la honte va venir, et quand ça va avoir été installé depuis des années, et peut-être même roulé en blague. Et quand il va regarder ça, quand il ressemblera plus à ces photos-là, il va regarder ça et il va dire, quand j'étais jeune, j'étais beau, mais je disais à tout le monde sur la rue, et à des adultes malséants qui maintenaient des sites pornographiques qui faisaient de l'argent avec ça, qui pouvaient exploiter mon corps gratuitement, comme bon leur semble. Il me semble que c'est ça. C'est se vendre à rabais. Donc, en tant que conseiller en droit, mes conseils, autant aux femmes qu'aux hommes, faites attention. Parce que les employeurs éventuels vous regardent. Ça finit par faire le tour du net. Et si vous avez par la suite à postuler dans des emplois où vous êtes en interface avec des enfants, ou avec des hommes ou des femmes fragiles dans leur sexualité, ou avec un contenu où l'éthique est un petit peu plus resserrée, ça risque de réduire votre possibilité d'embauche, parce qu'il y aura toujours des gens pour mal vous juger. Et pourtant, je vous le dis, l'impression que j'ai de vous, les gens en santé mentale, c'est que vous êtes de très, très bonnes personnes. Et moi, j'invite les autres conseillers en santé mentale et les intervenants en santé mentale, évidemment, à ne pas vous juger, parce que derrière le gars ou la fille de la photo, il y a une personne avec un réservoir d'expérience, avec une émotion, avec des souffrances, des forces, des faiblesses. Mais cette année, au niveau de la sexualité, je pense qu'on est reculé pas mal. Et qu'il y a des gens qui commettent des choses sur Internet qui vont laisser des séquelles pour des années durant. Et moi, en tant que père de famille, ça me briserait le cœur de savoir que ma fille ou mon fils laisse des photos d'eux devant lesquelles des gens dont la structure mentale a dégénéré au niveau de la sexualité vont aller se stimuler, se masturber devant les images de mes enfants.
Alors, écoutez, c'est sûr que vous allez dire, ah, Castonguay, c'est le vieux qui parle en toi. Les vieux conseillers, c'est ça le problème, vous évoluez pas. Les vieux conseillers, ils ont leur place en santé mentale, comme les plus jeunes. Et c'est pas toujours pour l'immédiat, parce qu'on est dans un monde où tout est tellement banalisé maintenant, il n'y a pas de problème. Mais à long terme, à moyen terme, puis dans les perspectives d'emploi, puis dans les enquêtes aussi d'emploi, tu sais, moi, j'imagine que même si on ne devra pas discriminer les gens au niveau de la sexualité puis de l'orientation sexuelle, ça pourrait être tentant, une firme privée, d'arriver avec un petit vidéo. Tiens, voici, on a fait une étude sur votre candidat, et voici ce qu'il en est. Voici, vous allez le voir en train de se masturber. Là, on a trouvé ça dans un site, simplement en googlant le nom. S'il vous plaît, soyez très prudents à qui vous envoyez des images sexuelles de vous, parce que vous savez jamais ce que les gens font avec ça. Il y a eu des suicides d'adolescents et d'adolescentes suite à des échanges d'images en tant qu'étudiants. Je vous rappelle que cette année, il y a des gars jeunes là, qui sont pas encore des adultes, qui ont soudoyé, qui ont fait chanter des filles en échange d'images porno et en échange du fait qu'ils ne les dénonceraient pas à leurs parents ou à leurs amis pour avoir des photos et que ces photos-là ont fait le tour de la Terre et que des filles qui ont été tellement traînées dans la boue qu'elles se sont tout simplement suicidées et que des jeunes garçons aussi qui se sont suicidés. Donc écoutez, l'année 2013 pour moi en tant que conseiller en droit a été une année où on a utilisé les images et la sexualisation des êtres humains à bout portant contre eux. Et il y a eu des morts en bout de piste. Il y a eu des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Parce que la mauvaise réputation a été insupportable. Vous savez, quand on présente le gars ou la fille comme un cochon ou une cochonne, un dégénéré, un bas niveau de la sexualité, même si ça correspond pas à ça, parce que c'est souvent des coups de tête d'adolescence ou des coups de tête de jeunes adultes, c'est souvent des jeunes adultes d'ailleurs. Je sais pas si, je présume qu'il doit y en avoir beaucoup au niveau des adolescents, puisque on a toute une filière de pédophilie. Donc, ça se fait au niveau des enfants aussi. Mais ça, on le sait que ça se fait au détriment des enfants. Et là, quand on parle de jeunes adultes, on parle de consentement. Donc, les notions légales, tu sais, on peut pas vous dire, ne le faites pas, vous avez le droit de disposer de vos images corporelles. Mais il y a des séquelles, et il y a des séquelles qui vont mener à de la souffrance dans certains cas, et qui vont mener aussi à vous discriminer. Et quand vous transmettez des photos de nus de vous à des gens, vous perdez souvent la possibilité d'avoir du contrôle là-dessus. Et vous ne savez pas comment on va vous traîner dans la boue, et comment on peut vous descendre une réputation, ou tout simplement quelque chose qui était anodin dans une époque où, on le voit, là, c'est courant, là, les jeunes hommes, des jeunes filles hétérosexuelles présentent une espèce de portfolio de leur nu, puis ils donnent des détails sur eux-mêmes à partir de ça. Soit sous forme de petits clips, c'est souvent des photos. Il y a de la souffrance en dessous de ça, surtout quand on sait, puis qu'on connaît ces gens-là. Dans le domaine de la santé mentale, on s'aperçoit que des fois, derrière de ces photos-là, il y a des cathédrales de souffrance. Alors écoutez, je suis très préoccupé cette année du recul. Bon, ça c'est au niveau de l'image, de la sexualisation, autant des hommes et des femmes, et de la vente des corps humains, un peu comme on ferait avec du bétail. La dignité de l'être humain. Vous êtes tellement des beaux trésors d'amour, nos gens qui consultent. Vous êtes tellement des personnes dignes, profondes, qui méritaient d'être aimées et d'aimer. Il faudrait pas vous laisser aller à accepter de jouer le jeu dans ça. Je rappelle aussi, parce que ça c'est un conseil que j'ai souvent donné cette année, je rappelle aussi aux gens, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, que vous avez le droit de dire non dans des contacts, dans des offres sexuelles. Ça a été un sujet, ça, qui a été discuté dans des rencontres avec vous à diverses occasions. Je vous rappelle que dans vos droits, et grâce aux chartes des droits de la personne, vous avez des droits face à votre sexualité,
Et dans vos rapports, dans vos relations, dans vos interfaces avec les autres, vous avez le droit de dire non. Même si c'est à votre avantage, parce que les gens qui disent oui à tout, n'importe comment, n'importe quoi, font tous les compromis, sont des gens qui se mettent à risque. Vous le savez qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui sont transmis lors des relations sexuelles, que ce soit des virus qui, par exemple, vont hanter le restant de votre vie, votre existence, hein, des virus, par exemple, de l'herpès sexuel qui revient au cours du temps et tout ça, et à ce moment, et qui sont transmissibles à des partenaires, ça peut vous emmener à avoir dans votre vie des gens que vous auriez eu comme partenaire, puis peut-être comme conjointe, que vous n'aurez pas parce que vous avez un problème d'infection génitale ou autre, et à ce moment-là, vous êtes mal jugé par les gens. Donc, en tant que conseiller en droit, je pense que le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est d'aller voir vos médecins, vos psychologues, vos sexologues, et de mettre en application les moyens de protection individuelle qu'on vous fournit, les condoms, les différentes mesures d'hygiène sexuelle. Parce que je me retrouve avec des gens qui me font des confidences de vie sexuelle qui sont passablement amochées, avec des partenaires qui viennent et disent des choses qu'ils ont vues, de lésions qu'ils ont vues sur votre corps et qui qui nuisent à votre réputation. Et souvent, ces lésions-là, vous avez été victime là-dedans de mauvais partenaires, de partenaires qui étaient plus imprudents et tout ça. Alors, pour ces raisons-là, en matière de conseiller en droit, je vous dis, soyez prudents, protégez-vous sexuellement. Le conseil que vous donne le médecin en matière de sexualité, là, les médecins praticiens, mettez-les en application et consultez les cliniques sexuelles. Allez passer des tests aussi. Ça a été 2013, j'ai trouvé que c'était pas l'année la plus belle au niveau du respect des droits à une sexualité saine, épanouie cette année. Et je trouve que les droits du respect à la sexualité des individus ont été bafoués assez largement. Puis c'est pas une question de morale, là. C'est une question en matière de droit. On se retrouve avec des gens qui vivent des problèmes de droit ou des problèmes même de l'ordre de poursuites éventuelles contre eux pour des comportements ou des contacts sexuels qu'ils ont eus, pour lesquels ils sont plutôt victimes. Alors, j'ai eu aussi à interagir avec vous, particulièrement au niveau des gens qui avaient pris des décisions d'ordre d'offrir des services sexuels contre rémunération parce que c'est payant, ces domaines-là. Il y a toujours de la clientèle, il y a toujours preneur là-dessus. Et je vous rappelle le conseil général que je vous ai donné en tant que conseiller en droit. Et je vous le rappelle encore, en tant que conseiller en droit, je ne conseille à personne d'avoir un sideline, c'est-à-dire un autre emploi, qui est dans la nature des services sexuels si vous pouvez vous en passer, particulièrement si vous êtes en interface avec des enfants dans votre travail, ou de jeunes adultes, ou de jeunes personnes, ou encore particulièrement si on peut questionner votre moralité, votre éthique et tout ça. C'est évident que si vous êtes en accident de travail, en maladie, et que vous pratiquez, que vous avez des pratiques rémunératrices au niveau sexuel, c'est un deuxième emploi et on peut mettre fin à la CSST que vous recevez, et les choses de la SAC que vous recevez, les montants pour les victimes d'actes criminels que vous recevez, ou encore, on peut questionner l'aide sociale. Si vous faites de l'argent avec votre corps, c'est devenu votre sideline, c'est clair que si le gouvernement, l'employeur, la CSST, la SAC, l'IVAC ou autre la prennent, vous êtes devant des problèmes. Et à plusieurs. À quelques reprises cette année, j'ai dû vous conseiller de cesser de faire ces activités-là. Je ne sais pas si dans tous les cas vous l'avez fait,
À toutes les fois que ça s'est présenté comme problématique, et vous me le confiez parce que vous le disiez, je l'ai pas dit à un tel, j'ai pas dit à mon psychologue, j'ai pas dit à mon psychiatre, je l'ai pas dit à mon agent d'indemnisation ou à mon agent d'aide sociale. À toutes les fois que vous m'avez présenté cette problématique-là, je vous ai conseillé d'arrêter de le faire. Il me semble qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire dans la vie que d'aller vous chercher un deuxième emploi ou une deuxième source de revenus qui soit de nature sexuelle. Alors, il y a trop d'impact au niveau de votre réputation, de votre employabilité, de votre sécurité financière qui dépendent du fait de ne pas faire ça. Évidemment, quand on est en santé mentale, on en entend un puis un autre de ces problèmes-là, particulièrement quand on est en défense des droits. Pour les autres personnes qui m'entendent, là, tomber des nues et dire « Ah, ça se peut-tu? » que oh, oui, ça se peut. Et ce sont des problèmes qui se posent couramment au niveau de la sexualité. Maintenant, le harcèlement sexuel, ça a été évoqué encore cette année, comme ça l'a été chaque année, j'imagine. Moi, je suis plutôt un jeune conseiller en droit, malgré mon âge. Alors moi, j'en entends du moins que certains autres conseillers en droit en matière de santé mentale. Alors, cette année, des problèmes de harcèlement sexuel, des contraintes morales. Je vous rappelle toujours de revenir aux valeurs des droits de la personne et de l'empowerment que nous, les conseillers en droit, tentons de faire. C'est-à-dire de vous permettre d'avoir des conditions qui vous permettent d'avoir le contrôle, une forme de pouvoir sur votre vie. Alors, non, à ce niveau-là, là, quand vous m'arrivez avec des gens qui ont des amis de cœur, des amants, des amantes, des partenaires, des conjoints qui ont des exigences sexuelles ou des exigences je dirais, de performance avec vous, vous êtes entièrement libre de dire non ou d'établir les conditions. On ne peut pas vous imposer, en tant qu'être humain, dans la dignité de ce qu'est un être humain, le maintien d'une relation avec un partenaire ou une partenaire à condition que vous consentiez à un certain type d'activité sexuelle. Et là, je suis précis, là. Si dans un couple, vous voulez pas, par exemple, de pénétration anale, eh bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec la pénétration anale, vous refusez. Point à la ligne. C'est défendable, ça. On peut ne pas être à l'aise. Une jeune fille de 16 ans peut dire à son premier amant, il n'y aura pas de coït avec moi si tu ne mets pas ton condom. Vous avez le droit de le faire. C'est même quelque chose de base, ça. De vous protéger, d'accepter d'avoir des rapports intimes uniquement protégés. Je vous rappelle encore dans vos droits, jeunes hommes et jeunes filles, oui, il y a des jeunes hommes qui sont sollicités maintenant, que vous avez le droit de refuser de passer à des comportements sexuels plus intimes ou plus profonds, à des relations complètes, à des relations de pénétration ou autres. Vous avez le droit de dire non. Vous ne serez que plus apprécié par les gens parce que les gens vont dire, ce gars-là ou cette fille-là n'accepte pas n'importe quoi, avec n'importe qui. Votre valeur en tant que personne, vous êtes libre de la défendre et vous valez beaucoup aux yeux de vos conseillers en droit. Donc, j'ai l'air de vous dire ça de haut, là, parce que l'angle de la caméra, je regarde ça, l'angle de la caméra de mon ordi là, est étrange, mais j'essaie de vous conscientiser au fait que vous devez vous protéger et vous devez mettre des barrières, des limites. C'est à vous à établir la limite dans le comportement que vous voulez face à votre sexualité. Évidemment, si vous partagez du matériel pornographique avec des gens, vous vous exposez aussi à vous créer une réputation de personnes qui partagent du matériel pornographique sur Internet. Écoutez, la problématique est intense, hein, parce que sur Internet, il y a beaucoup maintenant de mineurs qui partagent du matériel pornographique en prétendant être d'âge légal, d'être majeur et tout ça.
pouvez vous retrouver dans des problèmes de pédophilie alors que vous n'êtes pas pédophile en détenant sur votre ordinateur du matériel pornographique. Moi, je vous invite à être très prudent là-dessus. Les échanges là, de matériel pornographique sur l'ordinateur, le stockage de matériel pornographique, non. Essayez aussi, pour vous protéger, de ne pas laisser vos ordinateurs branchés en permanence sur Internet, parce que c'est comme ça que certains hackers entrent sur votre ordinateur et eux distribuent du matériel pornographique et créent des fiches à votre insu sur votre ordinateur. Ils peuvent stocker des dizaines de milliers de photos. Ça peut être du matériel pédophile, ça peut être du matériel hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, et vous vous retrouvez avec des accusations qu'il est très difficile de vous défaire parce que une fois qu'on trouve sur votre ordinateur et qu'on saisit des dizaines, des centaines de milliers de photos, c'est très difficile de faire la preuve que ce n'est pas vous qui avez uploadé, downloadé des choses. Et moi, je conçois, en tant que conseiller en droit en matière de santé mentale, qu'il y a des usagers là-dedans qui ont été victimes. Des gens qui ont été faussement accusés de pédophilie, de ci et de ça. Okay. Laissez le moins possible vos ordinateurs branchés en permanence sur Internet pour ne pas permettre à des hackers de venir sur vos appareils. Et évitez d'autant que possible toutes les plateformes d'échange à ce niveau-là. Parce que c'est très dangereux pour votre réputation. Et il y a des gens qui se font saisir du matériel informatique haut et court. Si vous gagnez votre vie avec du matériel informatique. Okay. Si vous avez conscience aussi que des usagers viennent dans votre bureau, au travail, et utilisent votre ordinateur à votre insu, il serait temps aussi que vous y voyiez. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que dans mon bureau, il y avait un usager qui venait et uploadait des choses, anodins, là, des films, des choses comme ça, qui n'avaient peut-être probablement pas de rapport avec la sexualité. Et moi, ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit, il pourrait sur mon ordinateur de bureau se mettre à aller chercher du matériel pornographique, puis après ça, faire la preuve que c'est pas toi durant tes heures de travail qui a fait ça. Surtout moi que je m'absente de mon bureau durant mes heures de travail, puis pendant que j'étais absent, il le faisait parce que il y avait un ordinateur de libre, il ne pensait pas à mal. Attention, si ça arrive dans le cadre de votre travail, soyez très prudent, ayez des exigences là-dessus. Si vous avez un ordinateur de travail, en principe, devrait être utilisé pour le travail, pas pour aller chercher des chansons, des films qu'une tierce personne voudrait avoir en utilisant la bande passante sur votre ordinateur pour un certain... Il y a toutes sortes d'accès à ce moment-là qui peuvent se créer et d'excès, et on ne sait jamais. Donc, en tant que conseiller en droit, soyez très prudent de ne pas laisser votre ordinateur de travail à d'autres usagers parce que ça dépanne, parce qu'on veut downloader un film et ci et ça. Attention, soyez prudent là-dessus. En matière de sexualité, de harcèlement sexuel, encore là, je vous rappelle encore cette année que lorsque vous faites des blagues à des hommes ou à des femmes, et la preuve en matière de harcèlement sexuel part d'abord et avant tout de comment la personne qui reçoit ces blagues-là les voit. Si cette personne se met à rire et trouve que c'est anodin, ben vous en êtes quitte. Mais si la personne le prend mal, et prend ces blagues-là comme des avances. Vous savez, cette année, j'ai eu des usagers qui sont venus me voir et qui ont dit des choses à des gens, par exemple, des usagers qui étaient hétérosexuels, qui ont dit des choses homosexuelles à des gens de leur propre sexe, qui étaient très tendancieuses, alors qu'il n'y avait absolument pas de fond sexuel là-dedans. C'était des mauvaises blagues. Et ils ont eu la surprise de perdre leur emploi. Parce que la personne qui a reçu la mauvaise blague, elle l'a pris au sérieux et est allée dénoncer les gens. Et des fois, vous dites des choses en voulant faire des blagues qui peuvent être relativement abominables, là, tu sais, qui peuvent être réellement pris comme du harcèlement.
comme le fait que vous courez après les gens, que vous voulez les harceler, ou que vous voulez les pénétrer, ou que vous voulez... En tout cas, il y a plein de situations sexuelles dans l'année que j'ai entendues qui vous mettaient à haut risque en matière de santé mentale, parce que vous êtes allé dans le contexte d'une association, ou dans le contexte d'un regroupement, et surtout dans le contexte du travail, aller faire des blagues. Tu sais, des fois, on se fait des blagues entre hommes, ça peut être assez salé. Attention, un jeune homme qui entend une blague comme ça peut le prendre personnel et penser que vous avez des intentions homosexuelles ou hétérosexuelles ou bisexuelles par rapport à lui. Si la personne va porter plainte, la même chose pour la jeune fille qui va porter plainte. Et après ça, est-ce que vous l'avez dit? Vous l'avez pas dit? Vous l'avez dit? Dans quel contexte? Et c'est ça. Alors, c'est facile pour l'employeur, après ça, de mettre fin à un lien d'emploi. Et lorsque vous avez dit, vous avez commis des choses à ce niveau-là, j'ai trouvé ça difficile de vous défendre, de vous emmener vous savez, c'est difficile après ça, de prendre un avocat pour dire, regardez, monsieur a dit ça, puis là, tu prends le libellé, ou madame a dit ça, puis tu prends le libellé, et on dirait pas ça de façon générale dans la vie. Puis la personne, en dehors de la folie du moment, de ne pas réfléchir et de faire une blague complètement salée, n'est pas comme ça dans la vraie vie. Il n'oserait pas dire ça. Il n'a aucune tendance à vouloir être entré en relation avec sa victime, ou en tout cas la personne qui l'a mal prise. Donc, attention, j'ai vu des cas de perte d'emploi cette année pour de mauvaises blagues ou des... Vous savez, il y a des choses on ne peut pas dire en matière de sexualité aux autres autour de nous, tout ce qui nous passe par la tête, parce que des fois, ça peut être très mal pris, même si vous avez aucune intention malveillante et encore moins une intention de harceler sexuellement ou de rentrer en contact sexuel avec les gens. Et la sexualité, cette année, en 2013, j'ai trouvé que c'était un sujet hyper délicat. Et on est en recul sociétalement au niveau de ça. En tout cas, j'ai trouvé que la condition des hommes et des femmes cette année a pris une méchante claque en termes de conditions sexuelles, et que les droits en matière de sexualité des hommes et des femmes, jeunes et vieux, ont été bafoués. Alors, j'ai beaucoup de préoccupations en tant que conseiller en droit. Je tiens à vous féliciter cependant d'au moins aller voir votre conseiller en droit, votre avocat, ou votre conseiller en droit si vous êtes en santé mentale, là, dans un pour au moins en parler, parce que ça nous a permis de réagir et des fois de mettre fin à une situation qui était très dangereuse ou à risque, ou d'autres fois de vous défendre dans des situations où vous aviez été mal jugé. Mais c'est toujours difficile de recoller les pots cassés d'un vase. C'est beaucoup plus facile d'éviter la chute d'un vase sacré. Et le vase sacré, c'est votre réputation. Votre réputation, vous n'en avez qu'une seule. Une fois qu'elle est souillée, une fois qu'elle est en partie brisée, c'est difficile de la recoller. Je vous rappelle que quand on va sur Internet, à toutes les fois que je vais sur Internet, si je vais sur un site porno, moi, c'est Vidéotron. Donc, Vidéotron le sait, Google le sait, Moi, si je vais consulter un site de nature sexuelle, je m'assume, je prends pour acquis qu'à ce moment-là, je suis conscient que je consulte et que mon fournisseur d'Internet le sait, Google le sait, il y a des cookies, et si j'ai laissé Facebook ouvert, je vous rappelle que les cookies de Facebook suivent tous les sites que vous allez consulter. Alors, si vous n'êtes pas prêt à assumer que vous accédez à un site sexuel et les conséquences de cet accès-là, à plus forte raison, et là, je parle à vous, les gens en santé mentale, et là, je parle à la fois aussi à vous, les gens qui ont des tendances sexuelles plus exotiques, là, les gens qui ont des tendances maso, les gens qui ont des tendances fétichistes, il y a des gens qui ont des tendances scatologiques, là, il y a des gens qui ont des tendances pédophiles. Je rappelle aux gens qui ont des problèmes de santé mentale en pédophilie qu'il est impérieux d'aller vous faire soigner. Il est impérieux de consulter un psychologue, un psychiatre,
pour vous éloigner des contextes où vous êtes mis en contact avec les enfants. Ça, c'est encore ce que 2013 m'a rappelé au niveau des gens qui ont des tendances pédophiles. Et moi, je ne vois pas, en tant que conseiller en droit, les gens qui ont des tendances pédophiles de la même façon que monsieur et madame de la rue. Moi, je ne déteste pas les gens qui ont des tendances pédophiles, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui avaient des tendances pédophiles, c'était d'abord des victimes de pédophilie. Et c'était des gens qui étaient relativement très jeunes encore, au début de leur vie. Alors moi, je les voyais beaucoup plus avec la pitié. La pitié, c'est un grand mot, là. La compassion. Et, et, et quand vous me faites des confidences où vous avez été victime de pédophilie, ou vous avez été victime et à la fois vous avez des tendances à la pédophilie, il faut se faire traiter, là, parce qu'on peut faire d'autres victimes. Et la société n'aura aucune pitié pour vous si vous avez des tendances de pédophilie. Donc, les jeunes pédophiles, parce que vous avez été vous-même victime de pédophilie, les gens ne tiendront pas compte de ça parce que vous rendez d'autres enfants victimes. Alors, moi, en tant que conseiller en droit, cette année, je vous ai rappelé qu'il est important de vous faire traiter, de vous faire soigner et d'éviter tout contact avec les enfants. Et en même temps, pour les victimes de pédophilie, en général, je vous ai toujours rappelé que c'est important d'en arriver dans votre cheminement, le jour où vous allez le pouvoir, de dénoncer votre agresseur pour l'aider, lui, à arrêter de faire d'autres enfants victimes. Je vous rappelle qu'en tant que conseiller en droit, que quand vous me dites, en me parlant de vos agresseurs, que telle personne était malade, n'était pas bien dans cette période-là, je le comprends, je la comprends. Je suis obligé de vous dire en tant que conseiller en droit que oui, peut-être que la personne a vécu des choses difficiles, mais moi je vis des choses difficiles en tant que personne et je ne deviens pas pédophile à ce moment-là et je commence pas à détourner les enfants dans leur sexualité. Votre père, votre mère ont probablement pas fait ça non plus, puis de vos amis et tout ça. C'est pas courant dans la société que si ça va mal, on va jeter son dévolu sur les enfants. C'est pas parce que quelqu'un, à un moment donné, perd sa blonde ou perd son chum, qu'il est autorisé à avoir un comportement de prédateur sexuel envers les enfants. C'est pas non plus parce qu'on est le beau-père, hein, ou on est le conjoint dans une deuxième famille, que on est un étranger, donc on peut avoir des contacts avec des gens. On peut pas. Donc, cette année encore là, moi, j'ai trouvé que les victimes de pédophilie, on pense que la société a évolué beaucoup, mais non, moi, j'ai trouvé que vous avez protégé beaucoup les gens qui ont été prédateurs face à vous. Vous êtes très résistant à nous dire qui puis dans quel contexte l'on fait. Vous avez moins de difficultés qu'avant de nous dire que vous avez été victime, puis même de quantifier ça, dire combien de fois c'est arrivé, tout ça. Vous avez moins de réticence à aller chercher peut-être des soins pour les dommages que ça a causé chez vous, et ça, je vous en félicite. Mais moi, je me sens concerné en tant que votre protecteur au niveau de vos droits, en tant que votre conseiller en droit, par le fait que on a un bout de chemin à faire encore d'aller de la victime vers le pédophile. Et ça, il faut qu'à un moment donné, les gens qui font de la pédophilie puissent être traités. Et moi, je ne vois pas la dénonciation d'un pédophile comme étant un acte de haine, de vengeance. Je vois ça même, écoutez, je vous rappelle aux gens qui sont victimes de pédophilie que mon point de vue de conseiller en droit, c'est que c'est un acte de bonté de votre part que de dénoncer votre agresseur. Parce que vous permettez à cette personne-là de se faire soigner, d'être rejoint et de cesser de faire d'autres enfants victimes. Alors, c'est un geste de compassion et d'humanisme, d'humanité. Vous êtes une bonne personne de le faire. Et c'est souvent difficile parce que dans la relation des pédophiles, ils sont des agresseurs. Alors, ils vont picosser un peu leur victime. Hein. Si tu dénonces, il va y avoir des conséquences graves, il va m'arriver des choses méchantes, ça va me faire du tort.
Puis souvent aussi, les pédophiles sont à l'aise avec les notions d'essayer de culpabiliser le jeune, l'enfant, en lui disant, tu as eu un orgasme, tu as atteint une satisfaction sexuelle, tu revenais, c'est toi qui me mettais en tentation, c'est toi qui me tentais, c'est toi qui me provoquais. Alors que les enfants, ce sont pas des êtres qui ont le contrôle dans ça. C'est l'adulte qui est en situation de contrôle et de pouvoir et pas l'enfant. Alors, je vous rappelle en tant que conseiller en droit, encore cette année 2013, que j'ai trouvé que vous les excusez beaucoup, vos agresseurs. Vous êtes très compréhensifs pour les motifs qui vous ont invoqués. Et vous, beaucoup d'agresseurs sont respectés dans leur demande face à leurs victimes de taire, de ne pas dire. Et vous vivez avec le poids, souvent les victimes, avec le poids de la connaissance de cet agresseur-là. Et plusieurs victimes se sentent coupables de ne pas être capables de divulguer le nom ou les circonstances dans lesquelles ils sont agressés, parce que souvent, les agresseurs sont des gens très, très proches dans la famille. Un beau-père, un frère aîné, une sœur, une mère, un père. Je dois vous dire aussi que la situation a évolué si on peut appeler évoluer, en tout cas, a changé. Alors, en pédophilie, c'est plus le vieux mononcle agresseur, là. C'est c'est un phénomène beaucoup plus de jeunes qu'avant, en tout cas. Puis c'est des gens très proches aussi dans la famille, des fois. Un père, mère, deuxième conjoint, deuxième conjointe. Aussi, cette année, je découvre avec vous, je pense que dans la société, il y a pas mal plus d'agresseurs, de femmes pédophiles qu'on le pense. On a tout le temps fait peser le poids sur les gens dans la soixantaine, 70 ans, 50 ans, préférablement des vieux prêtres, des vieux chefs scouts, puis des entraîneurs de hockey. On a oublié de dire qu'il y a des mères de famille qui ont abusé leurs fils et leurs filles. Des pères de famille, des gens très proches, des voisins, des gardiens et des gardiennes, et aussi de très jeunes agresseurs. Les adolescents qui ont des comportements pédophiles avec des enfants en très très bas âge, là, dans le berceau. Et que le phénomène de pédophilie, surtout avec la pornographie sur Internet, est devenu un phénomène où il y a beaucoup de jeunes impliqués. Et qui sont à la fois agresseurs et agressés. C'est-à-dire qu'un jeune de 8 ans peut être victime de pédophilie par un adulte et en même temps être incité par ce même adulte-là à faire des actes de pédophilie et à y prendre goût sur des jeunes de 2, 3 ans, 2 ans et demi, 4 ans. Et ça, c'est un phénomène. Et moi, en tant que conseiller en droit, je suis préoccupé par ça. Alors, je parle et je termine mon vidéo avec ce conseil aux gens qui souffrent de pédophilie. Moi, en tant que conseiller en droit, je vous rejette pas, je ne vous juge pas à ce niveau-là. Moi, je suis au niveau de la défense des droits en santé mentale. Mais vous faites des victimes, mes amis. Et ça, vous devez être conscient que vous êtes à la fois victime, mais vous pouvez être agresseur aussi. Et en matière de défense de droit et en matière de comportement humain dans la vie, il ne faut être ni bourreau ni victime. L'idéal, c'est d'avoir de l'empowerment, la prise de pouvoir sur notre vécu. Si vous avez des problèmes au niveau de la pédophilie, allez vous faire traiter. C'est la plus responsable des choses à faire. Et plus vous vous faites traiter jeune, si vous avez des problèmes et vous avez 15 ans, allez vous faire traiter à 15 ans. Vos chances d'évoluer dans la vie et de ne pas rendre des autres victimes, et de faire des enfants victimes, sont très grandes. Imaginez si à 12 ans, vous allez vous faire traiter parce que vous avez des tendances pédophiles, parce que vous êtes une victime de pédophilie. D'une part, on va comprendre en société, puis on va vous aimer beaucoup, puis vous entourer d'affection et de respect. Et d'autre part, vous risquez de vivre une vie d'adulte normale et de voir vos tendances se résorber par les différentes thérapies et les mesures qui seront prises pour vous aider à vous en sortir. Mais pour ça, il faut que vous ayez la confiance d'en parler à votre psychologue, votre médecin de famille, vos parents,
votre conseiller en droit ou votre avocat. On est là pour vous entendre là-dessus. Et on n'est pas là pour vous juger. Alors, et je dis, et c'est le dernier message que je dis dans cette vidéo-là cette année, au niveau de mon blog sur la sexualité, je demande aux gens, aux intervenants dans la société, particulièrement aux annonceurs radio, les animateurs radio qui aiment bien le sensationnalisme, certains journalistes, certains animateurs télévision, cessez de rendre les jeunes pédophiles comme de transformer l'image des jeunes pédophiles comme étant des agresseurs numéro un, de méchantes personnes, alors que la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont agressés eux-mêmes. Alors, il faut avoir l'honnêteté dans la société de parler de la pédophilie sur les deux axes, les deux aspects, là. Victime, agresseur. Alors, ça se peut pas que on se mette à pleurer, là, hein. J'aimerais tellement nommer ces animateurs, là, qui sont très connus, qui ont des très hautes cotes, qui sont très populaires, qui vont parler, par exemple, d'un enfant victime de pédophilie à 8 ans, comme une victime, puis ils vont pleurer, là, se répandre sur la place publique. Ce même enfant-là de 8 ans, quand il a atteint 16 ans, et là, il commence à avoir un comportement d'agresseur en pédophilie, ils vont lui chier dessus. C'est tout simple que ça. Et c'est la même victime qui maintenant est malade dans sa tête, là. Une maladie sexuelle, hein, une perversion sexuelle qui a été induite par un adulte qui était un agresseur. Et même dans sa perversion sexuelle, il est doublement victimisé. Et souvent, il y a ces jeunes-là qui vont jusqu'à se suicider. Parce qu'ils sont pas capables de vivre avec leur tendance sexuelle, qui est une tendance qui est très réprouvée. Les gens qui les tuent, ce sont ces annonceurs radio, qui plutôt que de regarder les victimes de pédophilie en offrant et en ouvrant, puis en invitant dans des panels des spécialistes qui peuvent dire, écoutez, n'ayez pas honte de nous en parler. Et si ça vous est arrivé de vivre un incident pédophile avec un enfant parce que vous avez été victime, on va d'une part traiter l'enfant qui a été votre victime, d'autre part vous traitez vous. Puis on ne vous tuera pas. Puis on présente tellement une image salope des gens qui sont malades de pédophilie. On amène tellement la société à les haïr, à les détester, que ces gens-là, ne se dénonçant pas, continuent à faire des délits pédophiles, font des dizaines de victimes, sont privés de soins, et bien souvent vont se suicider à 17-18 ans. Ils laissent des enfants derrière qui ont été victimes, des fois dans le berceau, victimes de pédophilie. Alors, non, je pense que moi, j'ai moins de, en tant que conseiller en droit, j'ai moins de haut le cœur d'un jeune pédophile de 14 ans que j'en ai de personnes qui tuent les autres. Enlever la vie, là, il n'y a pas de revenu. Un jeune pédophile de 14 ans qui a tripoté un enfant de 6 ans, c'est pas beau, c'est pas le fun. Ça fait partie de la vie, par exemple, les conseillers en droit, en santé mentale, on en entend. Puis, à ce moment-là, des fois, on entend ce récit-là, mais vous avez plus 14 ans, vous avez 16 ans, 20 ans, 22 ans. Moi, je vois très peu de jeunes. Je vois plutôt des gens qui sont jeunes, mais qui sont déjà des jeunes adultes. Et quand j'en entends parler, ça fait longtemps que c'est fait. Des fois, vous n'avez pas récidivé, des fois, vous avez récidivé. Et là, vous demandez conseil, parce que vous savez qu'on est confidentiel, on n'ira pas donner votre nom sur la place publique, et vous avez raison de le faire. Heureusement que vous le faites là. Mais j'aurais tellement aimé qu'on cesse de créer des faux monstres avec les jeunes pédophiles. C'est pas des monstres, c'est des victimes. Et dans la société, à ce moment-là, ils sont à doublement être protégés parce que, d'une part, on les a horriblement mutilés dans leur sexualité. Et d'autre part, on leur a fait développer une forme de perversion qui vont leur amener à vivre beaucoup de rejet dans la société et à être doublement victimisés, c'est-à-dire victimisés d'une seconde fois, c'est-à-dire par le rejet de la société. Et souvent derrière des suicides de jeunes, il y a des problèmes de sexualité, des fois d'homosexualité, des fois de pédophilie, des fois d'autres choses, d'abus sexuels qui ont été faits, qui ont été commis sur ces jeunes-là. Et à cause de la mauvaise presse qu'on fait
à toutes les déviations sexuelles de notre société, on prie des jeunes de se faire traiter. Et ça, moi j'ai pas de sympathie pour ces annonceurs radio-là, hein, qui se jettent à toutes les fois qu'il y a une histoire de pédophilie là-dessus, pour être bien sûr qu'on les haït collectivement. Et c'est comme ça qu'on répand la pédophilie, parce que on crée tellement de peur que ces gens-là n'osent jamais se dénoncer, et quand ils se dénoncent,